Ben voilà, on ne s'est plus parlé depuis. On va faire un petit direct vite fait. Le temps que je prenne la route là. Donc je suis du côté de la Bretagne, je vous l'avais dit. Alors, est-ce que l'image est nette? Vous savez, Facebook nous impose de nouvelles contraintes. Je suis du côté de la Bretagne. Je vais devoir reprendre la route là pour voilà, pour Paris. Je suis du côté de la Bretagne. Je suis venu pour une petite cérémonie privée familiale. Je n'ai pas fait de direct depuis. Cannes oblige. Je fais juste des débriefs de la Cannes avec ma sœur Mishcom Evans dans ce que nous appelons la minute de la Cannes. Et ce soir à 20h, je serai avec elle pour faire le débrief du match des Lions indomptables du Cameroun, ou tout au moins du bilan de la participation des Lions indomptables du Cameroun à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors aujourd'hui donc, nous allons rapidement et brièvement tirer les leçons, n'est-ce pas, de cette, entre guillemets, mésaventures des Lions indomptables du côté de la lagune des Briers en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez tous, les Lions indomptables du Cameroun sont sortis du tournoi hier, là, sont sortis de la compétition des huitièmes de finale, c'est le retour au bercail. Nous allons tirer les leçons. Je n'ai pas dit que je fais un débrief ou un bilan de la participation des Lions indomptables, je parle français. Nous allons faire tirer les leçons, n'est-ce pas, de cette mésaventure-là. Je ferai également une petite incursion sur l'affaire dite Bobda. Et puis, je vais parler de mon petit séjour à Lorient, hier là, à Lorient, dans une, je parlerai dans un cabaret, un restaurant camerounais, où je suis déjà venu, je crois, le Lounge. Sans publicité, j'ai été agressé par un compatriote qui se réclamait comme étant ressortissant de l'Ouest Bamileke. Et il estimait que j'insultais les Bamileke, donc je vais essayer. Vous savez, nous sommes des hommes publics, des personnalités publiques. Notre rôle est aussi de faire de la pédagogie. Je suis toujours en Bretagne. Là, j'ai presque pris la route. Et je vais donc axer mon direct sur ces 3 points. Voilà. Mon agression verbale hier par un compatriote Bamileke qui ressemblait un peu à Cabrel Nandjip. Il était gros, ventripotent et tout. Et bon, mais tout est bien qui finit bien. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Ce compatriote Bamileke a tort. Et je vais jouer mon rôle d'homme instruit et de pédagogue. Alors, je vais vous prier de partager donc ce direct parce que je suis sur une aire de repos. Je suis en train de rejoindre Paris après un bref séjour en Bretagne. Vous savez, j'ai de la belle famille du côté de la Bretagne. Et du coup, j'ai assisté à l'anniversaire, n'est-ce pas, d'un de mes neveux, qui est d'ailleurs un enfant fait avec un compatriote Bamileke, mon beau-fils, comme j'aime bien l'appeler, il m'appelle le patriarche, quelqu'un de très poli, de très respectueux. Alors, nous commençons donc par la mésaventure des Lions indomptables du côté de la lagune des Briers en Côte d'Ivoire. Nous tirons les leçons, nous n'allons pas faire le bilan, le débrief. Le débrief sera fait ce soir à 20h sur la page de Mishcom Events. Je vais commencer donc par la petite mésaventure à Lorient, au restaurant camerounais très fréquenté, très prisé par la communauté camerounaise du côté de la Bretagne et plus précisément à Lorient, le Lounge. Je salue d'ailleurs le propriétaire, le gérant de ce restaurant. C'était monsieur fort sympathique, très agréable. C'est la deuxième fois que je viens dans ce restaurant parce que c'est ma belle famille qui m'y a amené et ce sont leurs amis. J'ai été très bien reçu. D'ailleurs, vous vous souvenez, j'ai fait de la promotion de ce restaurant, le Lounge. Je crois bien, si je n'écorche pas le nom, le Lounge à Lorient. Voilà, sans publicité. J'avais parlé de ça, j'ai dit waouh, il y a des compatriotes là-bas très chaleureux, très aimables, très sympathiques, très affables. Voilà, il y a beaucoup de joie de vivre de ce côté. Et j'ai dû faire un peu de la promotion de ces restaurants. Hier donc, j'arrive avec mes enfants, mon épouse n'était pas encore là. Je vois un homme ventripotent, obèse, gros, et à l'âme de Cabrel Nandjip.
C'était le sosie de Cabrel Nandjip avec des locks et tout, la mine ébouriffée, la barbe hirsute et tout. Il était très gros, la ventripotent, un obèse. Voilà. Il me dit, commissaire Zogo, vous imaginez quelqu'un qui arrive, il rentre dans une salle, puisqu'on a loué le restaurant pour faire la fête. Il me dit, commissaire Zogo, vous insultez les Bamileke. Commissaire Zogo, vous insultez les Bamileke. Et aujourd'hui, je dois vous dire ça. Il a répété 3 fois, avec emphase, vigueur et pugnacité. Alors, je crois qu'on appelle ces Bamileke Jeff. Ceux qui sont à Lorient, doivent le connaître, Jeff. Mais vers la fin, on a fait la paix. Il est revenu me voir, il s'est excusé qu'il était sous le coup de l'émotion. Alors, je l'ai laissé parler. Vous savez, nous avons l'habitude, nous qui sommes connus. Des fois, il y a des followers fous, chacun exprime à sa façon, sa manière de te démontrer son attachement. Voilà. Il a répété avec emphase et récurrence 3 fois. Commissaire Zogo, je ne suis pas content. Dans tes directs, tu insultes les Bamileke. 2e fois, il est revenu à la charge. Et la 3e fois. Alors je lui dis, c'est tout ce que tu as à dire. T'as fini? Je voulais dédramatiser et désamorcer. C'est alors qu'il est monté en puissance. Et cela me rappelle ce que mon petit Mano Sabi m'avait dit une fois. Il me dit, oui, je suis fâché, vraiment. Je me suis désabonné de ta page. Il a commencé à m'invectiver et je sentais la moutade qui était en train de monter en lui. Et vous savez, moi je suis un Manguissa. Et il m'a insulté, je l'ai insulté. Il a insulté ma mère, j'ai insulté sa mère. Alors un moment venu, il dit, je vais me lever. Tu fais ça, je vais venir te battre. Vous savez, les Camerounais m'amusent beaucoup. Tu as affaire à un Camerounais, il tient à peine debout. Il tient à peine debout. Qui a dit aux gens que parce qu'on est ventripotent et graissu, qu'on est fort? Je lui ai dit, bon, il faudrait plus que tu ailles dire que tu as croisé le commissaire Zogo et que tu l'as mis au défi, cet enfant. Je lui ai dit, tu as donc une belle occasion pour qu'on règle nos comptes. J'ai insulté les Bamileke. Lève-toi donc, tu viens, si tu es un homme. Ah, il s'est agité, bien évidemment. Ceux qui étaient là ont essayé de calmer et tout. Mais j'ai mal vécu ça, j'ai compris le degré de haine et de bêtises qui anime certains compatriotes Bamileke. Et c'est pour ça que je vais user de la pédagogie, pas tous les Bamileke. Je dis bien une partie. Et chez moi, le port du cerveau est obligatoire. Mes directs sont de haute facture. Ce sont des directs pour les gens instruits, pour des géomètres. Je ne m'adresse jamais aux crétins. Alors, la répétition étant la meilleure des pédagogies, je vais essayer d'user de la répétition pour que ce turluberlu, ce ventripotent, cet obèse essaye, n'est-ce pas, d'entendre raison. Alors, j'ai longtemps cheminé, M. Jeff, le compatriote Bamileke qui m'a agressé à Lorient, estimant que j'insulte les Bamileke. Je vais donc t'éduquer, parce que tu manques d'éducation. Sur la forme, ta démarche est alambiquée et maladroite parce que lorsqu'on a des choses à renvoyer à une personnalité publique, je parle modestement, les civilités, la bienséance veulent que tu viennes vers lui. Tu dises bonjour à mon commissaire, soyez le bienvenu à Lorient. Et puis, j'ai envie de vous parler. Est-ce que je peux vous voir? Un homme courtois, civilisé, éduqué, c'est de cette manière qu'il procède déjà. Ça, c'est d'un pour évacuer les préoccupations purement formelles. Maintenant, je vais aborder le fond. Monsieur Jeff, mon compatriote Bamileke de Lorient, il ne faut pas traîner le nom de Bamileke tout à fait dans la boue. Moi, je n'ai rien après le peuple Bamileke, je te l'ai dit. Ceux qui dirigent le Cameroun, c'est une caste. Et je lui ai dit d'ailleurs que je déteste les Bamileke. Pourtant, j'ai toujours longtemps combattu le pouvoir qui est Betty et Ekan. Voilà. Je lui ai dit, cher frère, avant 2018, j'étais avec des opposants et pour la plupart ressortissants de l'Ouest Cameroun. Et en 2013, j'ai fait ce qu'un Camerounais n'a jamais fait. Je suis allé interpeller bruyamment le président de la République, Paul Biya, à l'hôtel,
comment on appelle cet hôtel-là? Je mets les pinceaux, là, je me mets les pinceaux. C'était à Paris, l'hôtel Le Méris de Paris, en 2013. Je lui ai dit, Monsieur Biya, libérez, non mais yo monsieur, libérez le Cameroun. Vous connaissez la vidéo. Alors, moi qui déteste les Bamileke, pourquoi de 2013, je suis arrivé en Europe en 2007. De 2007 à 2018, je chemine avec eux pour la plupart. Nous combattons le régime. Je dénonce les élites bêtis qui tiennent le pouvoir. C'est ça, Priscilla, merci. Si j'étais un grand tribaliste détestant les Bamileke, j'ai battu le pavé. J'ai soutenu Maurice Kamto jusqu'à ce que je comprenne que sa lutte était orientée vers le repli identitaire. D'où mon départ de la basse que j'ai presque cofondé idéologiquement. Je suis le père idéologique de la basse. J'étais le patron, le commandant en chef. Même, il le sait, Calibri, c'est mon petit. Il n'a jamais été le commandant de la basse. Celui qui a créé la basse, c'est Niat Barano. Et il m'a vu, me dit, mon commissaire, je veux que tu sois le parrain. Et j'ai délégué Salomène et Calibri pour aller superviser. Et lui, il appelait ça, si c'est quoi, pour le boycott des artistes. Alors, nous n'en sommes pas là. Alors, moi qui déteste les Bamileke, je suis tribaliste. J'ai combattu Mbongo, Atang-Mabara, le président Biya, jusqu'à ce qu'en 2018, mes camarades de lutte, Jeff de Lorient, décident d'insulter les bêtis, de cataloguer les bêtis, de les caricaturer, de les stigmatiser, de les présenter comme étant les fossoyeurs et les tombeurs du Cameroun. Ils nous ont affublés de tous les noms d'oiseaux, notamment les écancres, les odontolas, ceux qui détruisent le Cameroun. Alors, j'ai interpellé mes camarades de lutte Bamileke, je leur ai dit, vous ne pouvez pas tribaliser le combat. Nous nous battons pour la justice sociale, le mérite, l'égalité et un Cameroun nouveau sans tribalisme, sans haine. Ils m'ont pas écouté. Ils ont continué dans cette dérive avec les partis Nganang, appelant à la haine et au massacre des Écans. Les El Chenou, c'est Chamo qui là, il y a un là, qui a un château rouge. J'oublie son nom. Si c'est Ngamo qui est là. Très tribaliste. Alors, ils ont commencé à bastonner les militants du RDPC, à bastonner les artistes Écans, que si vous ne soutenez pas Kamto, on va vous tabasser, on va vous battre. Et ils sont allés très loin, jusqu'à prôner même le massacre des bêtis, qui vont occuper, nous coloniser, arracher nos terres, comme on ne veut pas le changement. Alors, des patriotes se sont donc levés, ont décidé de les combattre, de combattre ces dérives. Et ces dérives étaient le fait d'une minorité des compatriotes Bamileke. Il y a ma soeur qui est la Maxence Axel, journaliste. Elle a été agressée à l'ambassade. La caméra arrachée, brutalisée. Voilà. Alors, il y a donc un qui vient donc m'insulter, Lorraine Djega. Il dit, volume, chien. Alors, je vais donc... Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait un post. Il y a un Bamileke qui est venu me dire là, tes noyaux. Une dame l'a reconnu. Une dame lui dit, tu es patron d'une microfinance à Douala. Comment un directeur d'une microfinance peut venir dire à quelqu'un sur Facebook, tes noyaux? Donc, la femme l'a exposé. Elle dit, je vais retirer mon compte de ta microfinance. Voilà donc Lorraine Djega qui vient me dire, volume chien. Je suppose que c'est un Bamileke. A-t-il écouté ce que j'ai dit? Non. Et c'est lui qui sera le premier à dire que Zogo insulte Bamileke. Il vient, il me dit là, volume chien. Il s'appelle Lorraine Djega. C'est lui qui m'insulte là. Et quand je vais dire, certains Bamileke sont mal élevés, il va dire, Zogo insulte les Bamileke. Pourtant, c'est lui dans mon direct qui vient écrire en bas, volume chien. Et ce Bamileke de Djega est un quasi analphabète. Il ne sait ni lire ni écrire. Mais ils ont l'insulte facile, ils n'ont reçu aucune éducation. Ce sont des espèces d'où mal léchés. Donc, nous continuons. Une femme est donc venue exposer ce directeur d'une microfinance Bamileke qui vient, qui dit tes noyaux. La dame a dit, mon directeur, comment un patron d'une microfinance peut tenir un langage aussi vulgaire? Elle l'a exposé. Elle lui a dit, je retire mon compte de ta microfinance. Oui, il est mal élevé. Et il y a un compatriote Bamileke qui est un grand
psychothérapeute aux États-Unis. Il m'a expliqué la psychologie de certains frères bamileke à l'Ouest. Il m'a dit, mon commissaire, je vais t'expliquer pourquoi certains frères bamileke ont l'insulte facile, sont agressifs. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, la société chez nos frères bamileke à l'Ouest est une société trop patriarcale, hiérarchisée et féodale. Et chez eux, il n'y a aucune place pour la discussion et le débat à l'Ouest Cameroun, parce que tout est chapeauté et caporalisé par les chefferies traditionnelles. Et qu'à un moment donné, donc, les pères sont omnipotents et tout-puissants, que des fois, les femmes, les mamans, n'ont pas droit aux attributs. Le père va prendre 3, 4, 5 femmes. Les enfants se retrouvent donc en train d'être éduqués, très souvent par les mamans, dans une société tyrannique qui ne laisse aucune place à la liberté. Et la plupart donc de nos frères bamileke qui ont du mal à faire la différence, qui n'ont pas toute leur capacité cognitive et leur construction intellectuelle et même psychologique, vont donc décompenser à travers cette société tyrannique où ils vivent et vont donc s'en prendre à des boucs émissaires à l'extérieur pour décompenser et faire ce qu'on appelle le phénomène de transfert sur d'autres, qui ne sont pas responsables, n'est-ce pas, de la féodalisation de leur société, qui est une société hautement féodale, hautement tyrannique, hautement traditionnaliste, que je respecte. Donc, pour se défouler et décompenser, ils vont insulter les femmes, les mères, parce que ils ont grandi dans une relation fusionnelle avec la mère. Le père les rejette et les renvoie toujours. Et c'est la mère qui s'en occupe. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours insulter les femmes. Le gros cul de ta mère, le gros cul de ta femme, le gros cul de ta fille. Ils sont l'insulte facile, ils sont vulgaires. Ils sont, à la limite, licencieux et obscènes. Et deuxième des choses, le manque de liberté qu'il y a dans leur société pour le décompenser quand ils viennent de l'autre côté. Là où on est tolérant et ouvert, ils vont donc vous insulter, vous abreuver de tous les noms d'oiseaux. Et il m'a dit, mon commissaire, je t'explique ça, je vis aux États-Unis. Ça, c'était donc une parenthèse. Bonsoir à toi, Choisi Matata. Alors, je ne suis pas ici pour stigmatiser le peuple bamileke, que je respecte. Je stigmatise la minorité extrémiste et intolérante qui se trouve être, pour la plupart des bamileke, sur les réseaux sociaux et qui se sont affublés d'une nouvelle étiquette, à savoir les libérateurs, les combattants. Dans la vie, il faut savoir garder raison et éviter les extrêmes. Il faut être ouvert, tolérant, ouvert d'esprit. Alors, vous ne pouvez pas être des ours mal léchés. C'est vous qui insultez tout le monde. C'est vous qui vitupérez tout le monde, mais vous êtes les premiers à jouer les victimes. Il faut faire attention. Je m'adresse à cette minorité, pas au peuple bamileke. Et je le dis toujours avec emphase dans mes directs. Je ne m'adresse pas au peuple bamileke. Vous savez, j'aime utiliser une figure de style. La plupart des terroristes sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas pour autant des terroristes. La plupart des extrémistes, des tribalistes du Cameroun, des fascistes, sont des bamileke. Mais tous les bamileke ne sont pas des extrémistes et des tribalistes. Alors, lorsqu'on regarde là-bas, ceux qui ont institutionnalisé, sanctuarisé et sacralisé l'agressivité, le repli identitaire, je peux vous donner les noms. Brice Nietzsche, Emmanuel Kemta, El Chenou. On peut citer la longue liste. Ils ont décidé que tu portes l'habit du RDPC, on te déshabille. Ils ont déshabillé des mamans. Ils ont bastonné des artistes. Ils vont dans des campagnes du RDPC, ils saccagent tout, ils bastonnent des militants, mais ils sont les premiers à se plaindre des autres. Alors, voilà donc ce que je dénonce en vous, mon frère Jeff de Lorient. Toi qui m'as agressé verbalement hier, tu voulais en découdre et te battre. Je t'ai dit, je n'ai pas peur de la bagarre. Je suis Manguissa. Toute ma vie, je n'ai appris qu'à me battre. Et mon petit, je suis un commando formé dans la meilleure académie de police au monde, celle du Cameroun. Nous avons appris la self-défense, le combat corps à corps. Je connais les points vitaux quand tu es face à moi. Je t'ai dit ça hier, que je peux te dégonfler en 2 minutes. Parce que le ventre que tu as là, c'est un ventre bourré de matière fécale. Tu n'as même pas de souffle. Je sais où te frapper pour te faire mal.
Je sais, je connais des points vitaux. On montre des points vitaux à tous les policiers. Que si tu frappes là, il va avoir le souffle coupé. Il va. Mais je ne suis pas venu pour ça. Mais je vous dis toujours, qui s'y frotte, s'y pique. Tu me donnes le premier coup, je ne te laisse pas. Donc, je vais continuer en disant que c'était une parenthèse, mon cher Jeff de Lorient. Moi, je suis un homme de paix. Je suis un rassembleur. Mais je reste quelqu'un de pugnace et de tenace. Qui s'y frotte, s'y pique. Je suis un zigli. Celui qui me cherche, il me trouve. Et j'aime le dire, celui qui vient avec les fleurs, je l'accueille avec les fleurs. Celui qui vient avec une colombe, je l'accueille avec une colombe. Celui qui vient avec la machette, je lui sors la machette ou l'épée. C'est ma devise, les Manguissa. Nous, on a peur de rien. Ça ne veut pas dire qu'on est les plus forts. Nous, on a ce qu'on appelle le metom. Chez nous, on ne nous gagne pas. Nous gagnons nos combats par tous les moyens. Et une bagarre chez les Manguissa, ce n'est pas le Nyanga. Ce n'est pas une partie de gala. Le Manguissa utilise tous les moyens à sa disposition. Les coups de tête, les dents, tout. La bagarre chez moi, c'est une bagarre de sauvage. Mais je n'en suis pas là parce que je suis un homme instruit, éduqué, une tête pleine et bien faite. Et hier, j'étais avec mes enfants. Ma fille aînée qui est à la Sorbonne et mes deux derniers qui ont assisté à ce spectacle. Et une de mes nièces, ils étaient estomaqués. Ils étaient scandalisés. Mais je remercie tous ceux qui étaient là, qui au final sont venus, ont essayé de temporiser, d'apaiser. Mais ce qui m'a frappé dans ça, c'est qu'il y a un autre compatriote qui était là. Un compatriote Bamileke. C'est pour ça que je vous dis que certains nous aiment même bien. Il a insisté, il me dit, je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler. J'ai banalisé, mais comme j'ai vu son âge et qu'il insistait, parce que je suis un zigli, j'ai quelque chose en moi qui me pousse à aller vers les gens à comprendre. C'est alors que ce compatriote Bamileke m'a dit, fais attention. On savait que tu devais arriver ici, que c'est ta belle-sœur qui va faire l'anniversaire. Il y a le poison qui circule. Certains ont comploté contre toi pour t'empoisonner. C'est un frère Bamileke qui m'a soufflé ça hier. Il était habillé en noir, avec une casquette, un homme svelte, très fin. Il m'a soufflé ça à l'oreille que tout ce que tu vois là, c'est parce que tu es un homme puissant et celui qui est venu t'agresser là, c'est le fou utile de la bande. Lui, il est venu dévoiler le secret. Et il m'a dit que fais attention ce soir à ce que tu vas boire et manger parce que ces gens savaient que de cette chaîne de télévision TV5, oui, on va en parler, que tu vas arriver ici et ils sont en train de concocter quelque chose contre toi, probablement un truc comme le poison. Mais vous savez que j'ai mes belles-sœurs en Bretagne qui veillent beaucoup sur moi, que je salue d'ailleurs. Je crois qu'elles suivent ces directs. Elles ne sont en rien concernées par ça. Et elles sont très aimables. Voilà, elles m'ont toujours bien accueilli. Donc, du coup, voilà ce que je tenais à dire au sujet de cet acte fou d'un compatriote Bamileke du nom de Jeff à Lorient, où j'ai l'habitude de venir. J'apprécie d'ailleurs beaucoup l'hospitalité et la convivialité des Camerounais de Lorient, de Brest, de partout où je vais là-bas, Quimper, Quimperlé. Ils sont très soudés, il n'y a point de tribalisme. Donc, ils s'entraident, mais il y a parmi eux des boucs émissaires. Je me dis toujours que dans un groupe, il y a des idiots et des imbéciles. Et on ne peut pas juger un peuple à partir de quelques idiots et abrutis et imbéciles. Donc ça, c'était pour sortir de ce petit incident-là. Et parmi mes aventures aussi, en arrivant hier, j'ai eu maille à partir avec des convois, des cortèges, des agriculteurs et de leurs tracteurs qui ont coupé les routes partout en Bretagne. Ils sont très en colère. Et là, je crois que ça va mieux puisque je reprends presque déjà la route pour Paris. Et j'espère que ça ira mieux parce qu'après les annonces du nouveau Premier ministre, ils ont dit qu'ils allaient étudier les propositions et que probablement dès ce soir, ils vont relancer de plus belle le mouvement. Nous observons tout ça. Alors, je vais donc sortir de cette histoire. Le compatriote est venu, il a fait amende honorable, hein, Jeff. Il a reconnu qu'il a réagi sous le coup de l'émotion et qu'il s'est excusé. Nous avons fait la paix des braves. Et je le salue d'ailleurs et je lui dis, Jeff, je reviendrai à Lorient, nous allons partager un pot. Moi, je suis un Zigli. Je suis l'avenir du Cameroun, le Cameroun de demain. Je ne suis pas un homme de la phalange et de la boue. Oui, Virginie Adjap, j'étais à Lorient
Il y a beaucoup de Camerounais là-bas. Et là, mais je ne t'ai pas installé précisément à Lorient. Voilà. Nous allons donc passer à autre chose. Cela m'amène à parler du deuxième sujet avant d'aborder le plat de résistance relatif, n'est-ce pas, aux leçons à tirer sur cette mésaventure des Lions Indomptables à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Je vais un peu faire une incursion dans l'affaire dite Bobda. La capitale, Paris, sera bloquée par les agriculteurs. Oh, ben, ils l'ont annoncé. Moi, je crois que je vais rapidement prendre la route là pour éviter d'être bloqué. C'est vrai, je ne travaille pas demain. Je ne travaille pas demain, donc j'ai le temps, mais il faut sécuriser les enfants pour qu'ils aillent à l'école demain et tout ça, et ma fille aussi. Alors, il y a une histoire dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, l'affaire dite Bobda, et on m'a interpellé dessus. Et le compatriote Bobda a, j'ai vu, porter plainte. Et puis, il y a des avocats qui se sont constitués sur la base de la rumeur et de l'intox. J'arrive. Sur la base de la rumeur et de l'intox, c'est ma belle-sœur là, qui faisait l'anniversaire. Voilà, elle est là-bas dans une très belle voiture. C'est ma belle-sœur. C'est elle qui m'habille, mon habilleuse officielle avec Madame Zogo. Elle a des marques. Alors, du coup, l'affaire Bobda, les gens en parlent. Moi, je ne sais pas qui est Bobda. J'ai aussi découvert, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, à travers les dénonciations d'un certain Jules Manteau. Ah, que j'évite la A10. Bon, je vais utiliser les petites routes du village, Laval, tout ça là. Les routes départementales et nationales, probablement. Voilà. Du coup, j'ai découvert, comme la plupart de mes compatriotes, cette affaire sur les réseaux sociaux, portée par un influenceur, un collègue, Jules Manteau. Moi, je ne me définis pas comme influenceur, je suis un lanceur d'alerte. Et je suppose que Jules Manteau est un lanceur d'alerte aussi. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais moi, je n'interfère pas dans les dénonciations des autres tant qu'ils ont des preuves. Alors, je ne suis pas non plus un mouton de Panurge. Un mouton de Panurge, c'est quelqu'un qui va suivre la masse sans discernement. Il se lève, il y a une affaire qui bouge, qui chauffe pour parler comme l'homme de la rue, une affaire qui a pignon sur rue, et il se lève comme un mouton de Panurge, j'y suis. Très bien. Ce que je vais dire dans l'affaire Bobda, c'est que la justice n'est point rendue sur les réseaux sociaux. Et lorsque nous venons sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas là pour livrer en pâture des gens. Nous ne sommes pas là pour diffamer, pour insulter. Et les gens ne savent pas ce qu'on appelle des procès. Moi, j'ai fait l'objet de beaucoup de procès ici, hein, à Versailles, où des gens m'ont traîné en justice pour avoir tenu des propos qu'ils jugeaient diffamatoires, injurieux et insultants. Alors, moi, je m'appelle Junior Zogo, mon nom est connu. Je suis papa de 4 enfants mariés. Jules Manteau, c'est quoi son nom? Il vit où? Quelle est son adresse? Pour être un lanceur d'alerte, il faut déjà être responsable. Avoir un nom et une adresse pour pouvoir assumer ses actes. Je n'ai pas dit que ce qu'il dit relève, n'est-ce pas, des fadaises. Non. J'ai dit ceci. Évitons de salir des gens, d'insulter. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour me battre pour la liberté, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le changement au Cameroun. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour exposer des familles. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour régler des comptes. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour arnaquer des gens, faire le chantage. Là où je suis là, je travaille, c'est la fin du mois. On va me virer mon salaire dans quelques jours. Je me contente de ça. Et des fois, à partir du travail bien fait, des gens sont venus me remercier que je ne connaissais pas. Je reçois de l'argent, hein, des gens qui me remercient. Que commissaire Zogo, tu as fait telle chose, ça m'a plu. Voilà 10 000 €. Moi, je peux même vous donner des montants. Il y a un Camerounais qui m'a donné 10 000 € pour me remercier, pour le travail que j'avais fait. Un autre m'a donné 5 000, il y a un qui m'a donné 7 000 €. Je reçois des fois de l'argent, pas avant d'avoir fait le travail. Des gens que je ne connais pas. Il me dit, mon commissaire,
Je suis fier de ce que tu as fait. Tu as fait une dénonciation, je ne te connaissais pas. Et moi, je viens te remercier. Tu ne me connaissais pas, voilà, je te fais tel virement. Et je ne refuse pas un argent que je n'ai pas demandé. Tant qu'on ne m'a pas demandé de tuer, tu viens me féliciter pour le travail bien fait. Tu me donnes quelque chose. Pourquoi je vais refuser? On devrait plutôt m'accuser si j'avais pris l'argent avant pour aller insulter des gens. Alors, moi, je ne me lance donc pas dans des cabales, dans des vastes campagnes de règlement de compte, de dénigrement, exposant et livrant en pâture des Camerounais, des chefs de famille, des papas, des mamans, des sœurs. Je fais très attention à ça parce que je m'imagine moi-même, si des gens me jettent et me livrent en pâture, ça ne va pas me plaire. J'ai mes parents qui vivent, j'ai mes frères et sœurs, j'ai mon épouse. Voilà. J'ai déjà eu 2 confrontations face à Jules Manto. La première confrontation, c'était dans l'affaire Amourou Belinga. Et vous tous, vous avez vu ce qui s'est passé. La deuxième confrontation, c'était sur l'affaire du responsable de OneXBet que je ne connais pas. Monsieur Steven Rodrigue Mbienou. J'avais eu des éléments sur ce dossier que les Jules Manto avaient réclamé de l'argent à Steven Rodrigue Mbienou. Et comme il n'a pas cédé, ils ont décidé de lui régler des comptes. Moi, je ne suis pas un lanceur d'alerte arnaqueur. Je ne suis pas un lanceur d'alerte qui est là pour estorquer de l'argent aux Camerounais. Je défends les faibles. Je suis la voix des sans-voix. Je défends les laissés pour compte. Alors, c'est levé. Je suis commissaire de police. J'ai un master en droit. J'ai fait le droit pénal spécial, la procédure pénale, le droit pénal général et les enquêtes judiciaires. Je sais ce que c'est qu'une preuve. Je sais ce que c'est qu'une accusation. Je sais ce que c'est qu'un procès. Alors, nous ne rendons pas justice sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un se lève et décide de jouer les Robins des Bois et les justiciers, il est libre. Moi, je n'ai pas eu des éléments me permettant de prendre la parole dans l'affaire Bobda. Lorsque j'aurai ces éléments probants, irréfutables et indiscutables, je me lèverai pour dénoncer Bobda. Mais pour le moment, je ne peux pas m'appuyer sur du Congo-ça, sur ce qu'on appelle en droit des insinuations et des allégations non prouvées et non vérifiables. Alors, si des compatriotes estiment être victimes du compatriote Bobda et autres, qu'ils saisissent la justice et que ces compatriotes, s'ils jamais n'arrivent pas à obtenir gain de cause, qu'ils nous saisissent en nous donnant des éléments de preuve irréfutables et indiscutables. Je ne parle pas des insinuations et des allégations, ce qu'on appelle au quartier du Congo-ça. Tu penses quoi des propos des victimes, mon commissaire? Très bien, je vais me prononcer dessus, ma sœur Régine Eba. Je suis en train de déminer, de déconstruire avant d'aborder le fond. Vous savez que de tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, j'ai celui qui a l'expertise, modestement. J'ai une formation de commissaire de police. J'ai été formé en matière d'enquête judiciaire, en matière de renseignement et de maintien de l'ordre. Je sais, j'ai fait de la psychologie criminelle. Je peux scruter une victime qui parle dans le verbal et le non-verbal et te dire que cette victime est dans la manipulation. Alors, très bien. Dans l'affaire dont dit de Bobda, je ne vais livrer aucun Camerounais en pâture. Parce que c'est contre mes valeurs, c'est contre mon éducation. Facebook n'est pas un tribunal, d'un. Et de deux, je ne dispose pas d'éléments probants pour pouvoir aborder ce sujet. Qu'on m'apporte des éléments probants. Lorsqu'il y a eu des cas, par exemple, d'agression sexuelle, de viol, de prosélytisme et autres, la police peut perquisitionner. On va procéder à ce qu'on appelle des prélèvements ADN et autres. Il y aura un procès. Il y aura un procès. Alors, je lance ici un vibrant appel à toutes nos sœurs qui estiment avoir été des victimes présumées de ce compatriote dont je vais taire le nom parce que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que sa probabilité et sa culpabilité soient établies.
Et la culpabilité d'un individu n'est pas établie sur Facebook. Elle est établie par la justice camerounaise ou française qui est rendue de manière souveraine au nom du peuple camerounais. Il ne revient pas à des individus de rendre justice à la place de notre justice. Nous pouvons dénoncer si on se rend compte que la justice ne s'en saisit pas. Mais il faut disposer de preuves. C'est pour ça que le législateur a prévu ce qu'on appelle dénonciation calomnieuse, diffamation. Lorsque je me lève pour dénoncer quelqu'un, il faudrait que je me rassure que je dispose des éléments de preuve, des éléments probants, des preuves irréfutables et indiscutables qui attestent mes dits et mes propos. Je ne vais pas me lever sur la base des insinuations et des allégations ou des faux témoignages pour crucifier des Camerounais. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Zui Manto, déjà, pour moi, était lanceur d'alerte qui est là pour régler des comptes, qui est là pour faire du marchandage et pour arnaquer les gens. J'ai des preuves sur ce qu'il a essayé de faire à son propre frère, le patron de 1xBet, Cameroun et autres en Afrique, Steven Rodrigue Mbienou. Parce qu'il n'a pas cédé, il a allé le dénoncer et l'insulter. Vous avez tous suivi l'affaire Amourou Belinga. Voilà. L'affaire Amourou Belinga, ils se sont levés pour dire que parmi ces gens, il y avait Zui Manto. Que Martinez Zoro a été tué et torturé à l'immeuble Ekan. Que c'est Amourou Belinga qui a donné l'ordre et ils ont une conversation avec Laurent Esso où il disait achevez-le et tout ça. Ils ont impliqué des personnalités. C'est toujours la même bande. Voilà. Joseph Sophie, il a lancé l'alerte. Très bien. Mettant l'État face à ses responsabilités, il n'a lancé aucune alerte. On ne lance pas une alerte en mettant des photos des gens. On ne lance pas une alerte. Je vais te répondre, hein, mon frère Joseph Sophie. C'est un commissaire de police qui n'était pas titulaire d'un master en droit. J'ai fait procédure pénale, enquête judiciaire et tout. Je sais. Alors, je vais te poser une question. Qui est chargé de rendre justice au Cameroun? C'est l'État via un de ces organes qu'on appelle le ministère de la Justice. Très bien. Est-ce que tu sais qu'il est interdit de publier le nom d'un individu ou sa photo sur les réseaux sociaux tant que sa condamnation n'a pas acquis autorité de la chose jugée? Je vais te parler donc de l'école et du droit. Est-ce que tu comprends même ces notions juridiques qui ne sont pas maîtrisées par les juges mentaux, qui sont des débrouillards? Alors, qu'est-ce qu'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée? Pourquoi parle-t-on, n'est-ce pas, de la présomption? Je vais te prendre ma sœur Carla Onana. Pourquoi parle-t-on de la présomption d'innocence? Que tout homme, tout individu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Ça veut dire que tant qu'une décision de justice n'est pas rendue exécutoire, je ne sais même pas si tu comprends ce mot, une décision rendue exécutoire, une décision ayant épuisé toutes les voies de recours, ayant acquis ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Le mis en cause reste présumé coupable et nous n'avons pas le droit de publier ni son nom, ni sa photo sur les réseaux sociaux. Alors, mon frère Zui Manto, qui va publier donc les photos de Bobda et d'autres, qui sont présumés innocents. D'ailleurs, la justice ne s'est même pas encore saisie du cas. On pourrait aussi t'accuser de non-assistance à personne en danger. Très bien. On n'assiste pas une personne en danger en violant la loi, Régine Eba. On n'assiste pas une personne en danger en violant la loi. Le Cameroun est une république qui fonctionne sur la base des lois. Alors, je vais te citer donc cet article du Code de procédure pénale qui dit « Quiconque a connaissance de la commission d'une infraction est tenu de la dénoncer. » Alors, où dénonce-t-on les infractions? Pas sur Facebook. On saisit le procureur de la République via une dénonciation écrite. On lui dit, monsieur le procureur, moi tel lanceur d'alerte, j'ai
été informé d'une affaire, mais comme je n'ai pas les moyens d'investiguer, je vous transmets les éléments parvenus à ma connaissance. Je te parle de l'école là. Parlons de ça. Hein. Je te transfère les éléments parvenus à ma connaissance. Voilà ce dont j'ai eu connaissance. Tu transmets au procureur de la République qui a un droit d'initiative et de poursuite. Maintenant, tu peux lancer la lettre que j'ai des victimes d'une affaire avec un Camerounais très connu et des influenceuses connues. Les faits parvenus à ma connaissance parlent d'eux, sans jamais donner leur nom, sans jamais publier leurs photos. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, parce qu'ils sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par une institution qu'on appelle la justice. Leur culpabilité ne doit pas être établie par des individus n'ayant aucune formation de magistrat, d'enquêteur ou de quoi que ce soit. Hein, ma soeur, est-ce que tu as compris quand tu dis non-assistance? Non. Ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle la dénonciation calomnieuse, la diffamation, l'insulte et la mise en danger de la vie d'autrui, parce que j'ai cru entendre que M. Bobda, il y a une horde de fanatiques, de fous furieux qui a envahi son domicile pour le lyncher. Et imaginez que M. Bobda soit lynché, M. Zumanto doit répondre de ses actes pour mise en danger de la vie d'autrui. Et d'ailleurs, on m'a fait parvenir une plainte de M. Bobda contre des personnalités du Cameroun, des députés, des artistes et certains influenceurs. Ils vont répondre de leurs actes. Vous voyez, lorsqu'on diffuse même des procès, même des tueurs, on ne montre pas leurs photos, le procès n'est pas rendu public, on va éviter ce qu'on appelle une double condamnation. Alors, Zumanto est-il devenu la justice camerounaise? Non. Au nom de quoi il doit se permettre de publier des noms et des photos des gens qui sont présumés innocents? D'ailleurs, la justice n'a même pas encore ouvert une enquête sur cette affaire. Et lui, il les a déjà cloués au pilori, livrés à la vindicte populaire. Ces gens doivent porter plainte. Zumanto doit faire l'objet d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt pour qu'il réponde de ses actes. Comme l'a dit Nathalie Nkwa, que je vais saisir la justice, il va apporter ses preuves. Les preuves ne s'apportent pas sur Facebook. Les preuves s'apportent devant le juge. Donc, voilà pourquoi je trouve la démarche de Zumanto, ce lanceur d'alerte à gage, maladroite, irresponsable et peu professionnel. Nous sommes tous des lanceurs d'alerte. Et vous savez que moi, Junior Zogo, tant que je n'ai pas de preuves sur quelque chose, je ne m'y aventure pas. Ils se sont aventurés dans l'affaire Amour Belinga. Nous en sommes où aujourd'hui? Nous en sommes où aujourd'hui dans l'affaire Jean-Pierre Amour Belinga? Donc, il faut faire attention. Maintenant, je vais parler des victimes. Des victimes qui se lèvent, qui estiment qu'elles ont été abusées. Elles parlent à visage découvert. Quand je vois leur verbal et non verbal, je vois un manque de sérieux. Alors, Bobda s'est attaché les services sexuels des parties fines contre une rémunération. Ces femmes, est-ce qu'elles ne sont pas déjà blâmables? Peut-être, à l'époque, elles étaient des mineurs. Ça peut se comprendre. On appelle ça abus de faiblesse. Mais, dès lors qu'elles étaient consentantes, que Bobda a payé, et en contrepartie, il devait recevoir des prestations sexuelles, des parties fines. Mais le choisi, c'est le choisi. Lorsqu'on a décidé d'exercer un métier, d'être une prostituée, elles reconnaissent elles-mêmes. On doit assumer les conséquences. Je peux te payer mon argent pour des parties fines et être un pervers, ça ne regarde que moi. Je te dis, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Dès lors qu'il y a eu le consentement et il y a eu une rémunération, la prostitution est d'ailleurs légalisée dans beaucoup de pays. Alors, vous vous levez, vous menez une vie de débauche. C'est vous qui vous vantez d'être des milliardaires, des nouvelles riches. Vous êtes des prostituées, vendant votre corps, et quand ça tourne mal, vous venez vous plaindre. Bobda ne vous a pas forcé. Alors, si Bobda vous a violé, là, je suis d'accord, apportez des preuves que vous n'étiez pas d'accord. Et on me dit d'ailleurs que cette affaire remonte à plusieurs années. Vous étiez où depuis? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que vous venez parler de ça?
Alors, ces gens qui n'éduquent pas leurs enfants, tu laisses ton enfant, est-ce qu'un enfant mineur va même accepter de vendre son corps contre de la rémunération et de l'argent, des parties fines? Lorsqu'on a 16 ans, 17 ans aux mineurs, on va à l'école. Alors, tu te dis victime, tu viens, tu dis, ma famille avait des problèmes. Je voulais gagner de l'argent, mais tu as choisi un sale métier. Tu tombes sur un vicieux, un pervers, assume. Assume tes conséquences. Voilà. Quelqu'un peut même te payer pour dire que moi, je vais pisser sur toi. Quelqu'un peut te payer pour dire que je vais déféquer sur toi. Quelqu'un peut même te payer pour dire que je vais te chicoter ou bien tu vas me chicoter. Ça dépend des vices des gens. Ne venez donc pas vous plaindre parce que vous êtes engagé dans un métier dangereux. Qu'est-ce qu'un enfant mineur va faire dans des maisons closes? Aller vendre son corps au lieu d'aller à l'école ou d'apprendre des métiers. Où sont les parents? Voilà. Donc, j'attends donc de ces victimes qu'elles me saisissent, moi, Junior Zogo, et que je leur donne la parole publiquement, à visage découvert, donnant leur nom, déclinant leur identité. Vous comprenez? Et qu'elles nous donnent tout ça. Et là, donc, nous allons dénoncer. Il me semble d'ailleurs que il y a un collectif d'avocats et des droits de l'homme qui se sont saisis déjà de cette affaire. Alors, bonjour, vous êtes sûr qu'elles n'ont pas parlé? Je pose donc la question à Irène Dabanga. Qu'est-ce qui te prouve que celles qui parlent sont victimes de quelque chose? Qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas des gens qu'on... Mais tout le monde peut parler. Irène Dabanga, alors moi je vous accuse. Vous avez violé mon fils. Où est la preuve? Tout le monde peut accuser tout le monde. Il faut apporter des preuves. Il faut des témoignages et autres. Il ne suffit pas de se lever, d'accuser quelqu'un. Il faut apporter. Tout le monde peut se plaindre. Si on ne tenait compte que des dénonciations, des plaintes, tout le monde serait en prison. Quand vous dites qu'elles n'ont pas parlé, elles ont parlé chez qui? Qu'est-ce qui prouve qu'elles sont victimes? Où sont les preuves? Et qui les a forcées? Est-ce que Bobda les a forcées? Est-ce qu'elles ont accepté de l'argent? Si elles ont accepté de l'argent, ça veut dire qu'elles étaient consentantes. Est-ce que Bobda les a droguées et tout ça? Donc il faut arrêter. Nous connaissons Jumanto. Je vous avais dit ici qu'il y aura beaucoup d'attaques. L'affaire même là, vous entendez Bobda. Pourquoi elle refait surface? Elle refait surface parce que les Jumanto sont dans une logique. La logique, n'est-ce pas, de conquérir le pouvoir pour les frères du village et de salir les bêtis, les écans. Vous avez vu des sextapes qui sont diffusés, des images des bêtis et écans. Toutes les images, c'est des images des bêtis. Le sous-préfet Betty, le commandant Betty, le professeur Betty. Vous avez vu, ils ont essayé de salir la femme de Bruno Bidjan. Et dans l'affaire là, ce n'est pas Bobda qui vise. Vous avez vu comment ça parlait de Nathalie quoi, de notre Zomloamou Obelinga. Les humains sont des gens remplis de haine. Ce sont des lanceurs d'alerte à gage au service du tribalisme et de la haine et du repli identitaire. Ce sont des lanceurs d'alerte très politisés qui sont au service des frères du village pour salir l'image de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et qui ne pensent pas comme eux. Mais maintenant, je n'ai pas dit que les dénonciations faites par Jumanto ne devraient pas l'être. Vous comprenez? Mais Jumanto est quelqu'un qui a perdu toute crédibilité. Ça fait que même lorsqu'il porte une bonne cause, nous avons des doutes. Parce que c'est un lanceur d'alerte à gage qui est au service d'un parti politique, d'un mouvement politique chargé de lyncher des gens. Vous avez vu? Il commence à dire, il y a le nom d'Amour Obelinga qui ressort, il y a Nathalie quoi. Pourquoi Amour Obelinga doit être dans tout? Quelle est cette haine contre Amour Obelinga? Vous comprenez, n'est-ce pas, les motivations de cette dénonciation à tête chercheuse qui vise à salir des gens. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre les noms des officiers supérieurs. Moi, je demande à toutes les victimes de Jumanto de se constituer en collectif, de porter plainte, et on va le rechercher dans le monde, de saisir Interpol, et qu'il apporte ses preuves devant la justice, que voilà des preuves contre telles. S'il y a des victimes dans cette affaire, je m'appelle Junior Zogo. Vous connaissez mon courage. Contactez-moi en inbox, vous m'apportez des preuves, et vous décidez de prendre la parole publiquement en donnant vos noms, vos adresses. Nous allons même collecter de l'argent auprès du public pour vous trouver des avocats et payer. Alors, cette bande a essayé de salir Amour Obelinga. La bande dans Jumanto. Vous avez vu jusqu'où on en est aujourd'hui, l'impasse. Parce qu'ils ont entraîné la justice vers une fausse piste.
Cette bande, lorsque Samy, le noir, est mort, nous avons dénoncé, ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. Il y a eu l'affaire de leur frère Maker, je crois Lemja, qui violait sa fille, ils se sont tus. Il y a eu l'affaire d'un Camerounais ici, un Bamileke, qui violait sa fille. On n'a pas vu les Jumanto parler de ça. Et je vous dis, je vous mets en garde, lorsque vous verrez la tête de Jumanto dans un dossier, sachez qu'il y a un petit brin de vérité, mais qu'il en a rajouté à des fins d'arnaque, d'escroquerie, de manipulation. Soit il veut de l'argent et il n'a pas obtenu, il veut faire le chantage, soit il est manipulé par des hommes politiques, des frères du village, pour salir des personnalités. C'est ce qui le caractérise. Donc, vous qui m'avez demandé de m'exprimer sur cette affaire, je viens donc de m'exprimer. Je vous ai donné mon point de vue, mon opinion. Je vais terminer donc par la prestation, les leçons à tirer des Lions Indomptables. Les Lions Indomptables sont sortis par la petite porte. Ce n'est pas la meilleure génération possible des Lions Indomptables. Jusque-là, on a avancé Caïn, Kaa. On était sous perfusion. Ces lions n'ont véritablement pas convaincu. En réalité, la sortie des lions aujourd'hui n'est qu'une conséquence logique de cet état de décrépitude, de déliquescence dans lequel est plongé notre pays. Et sans le souhaiter, le retour à la maison des lions nous permet d'aborder les véritables problèmes du Cameroun, notamment l'élection présidentielle qui se pointe à l'horizon pour 2025, les problèmes de pouvoir d'achat, l'inflation galopante, la rareté de certains produits, le carburant et autres, la misère, le détournement des pouvoirs, les injustices et tout ce que vous pouvez imaginer, le Cameroun qui est rabaissé par TV5 Monde, qui publie le drapeau des Ambazoniens, toutes ces conspirations contre le Cameroun. Donc moi je reprends le bâton et la chicotte. Les lions étaient un anesthésiant, la Coupe d'Afrique, c'était un anesthésiant, l'opium pour endormir le peuple. Et à quelque chose, malheur est bon, nous reprenons donc les dénonciations, nous reprenons, n'est-ce pas, la chicotte et le bâton pour dénoncer les injustices. Ça a assez duré, la récréation. C'était un anesthésiant pour endormir le peuple. Et le football, nous l'aimons bien, c'est un loisir. Voilà, existe donc la diversion de la Coupe d'Afrique. Les Lions sont de retour à la maison. Qui accusait? Moi, je n'accuse personne, j'accuse d'abord le peuple camerounais. Les Lions Indomptables du Cameroun sont à l'image du peuple camerounais et du Cameroun. Un peuple où on valorise la médiocrité, un peuple où on court après le succès facile et l'argent. Le football a été pénétré par le business. Ça fait qu'on voit des gens très peu talentueux, mais comme le football rapporte, les gens se sont donc engouffrés dans la brèche par rapport du gain. Vous savez, c'est la route, n'est-ce pas, de la soie. C'est la ruée vers l'or. L'or qu'allaient rechercher les Américains dans le Nouveau Monde. On a vu qu'on en a en jet privé, les Kylian Mbappé, le foot rapporte. Tous les parents, maintenant, orientent leurs enfants vers le foot. Même des enfants qui n'ont pas le talent. Moi, j'ai vu cette équipe-là. Cette équipe, avec tout le respect que je dois à l'équipe Fagnon, sur ces 27 joueurs sélectionnés, à peine 7 méritent de porter le maillot des Lions Indomptables. Le reste, c'est des bouches-trous. C'est des gens qui sont dans le foot par rapport du gain, parce qu'on a forcé, on a tiré par les cheveux. Ils viennent là pour gagner leur vie. Ce sont des femmes du football. Il y a plein là, ils n'ont aucun talent. Vous avez vu hier, quelqu'un qui prend le ballon, il fonce dans son camp et il permet à l'adversaire de marquer. Il ne peut même pas mettre le ballon en touche. Ils n'ont aucun talent. Le Cameroun, des joueurs talentueux qu'on a vus à l'époque, les Roger Mila, les Emmanuel Koundé, les Thomas Nkono, les Joseph Antoine Bell, les Alioum Boukar, des grands joueurs comme Tofi, Abegambi Darantes, les Ekoulé, les Massing, les Mfede Lupol, les Etame Mayer, les Jérémy Njitap, les Jonke Bonaventure, les Yowalin, les Sinkot, les Zimbabwe qu'on appelait Ndumbelea et le reste, des joueurs de légendes, les Mbumbu Emile, les Eto Fils, les Olembe Salomon, les Makoun. Vous voyez le talent, même des gardiens. Alors, vous voyez des joueurs aujourd'hui, on ne sait même pas où ils jouent. Quelqu'un est là, il est lourd. Il pèse comme un sac de macabo. Il ne peut pas poser le ballon au sol, dribbler. On a un avant Sainte Magri. C'est vrai, hier, il a fait des petites
voilà, actions, mais un avant-centre qui est incapable de prendre le ballon d'amortir de la poitrine, de poser, de faire un passement de jambes, de dribbler 2-3 joueurs, de frapper. Ce n'est pas un avant-centre. Les vrais avant-centres, les vrais jeux de cette équipe, c'est les Vincent Aboubakar. On les a vus jouer. Donc, tous ces gars qui sont là pour chercher de l'argent. Ils n'ont aucun talent. Parce que le football leur rapporte. Et on force. C'est comme des gens achètent des places pour entrer à l'ENAM. C'est comme des gens qui achètent des places pour entrer à l'école de police. C'est comme des gens dont l'équipe nationale est devenue un refuge des médiocres. Qui sont à l'image du Cameroun. Les mêmes médiocres qui achètent des places pour entrer à l'ENAM, l'école de police, lyrique et autres. Des gens ayant un parcours scandaleux, abracadabrantesque, douteux, qui se retrouvent à la tête de notre pays. C'est le règne de la médiocrité. Alors moi, j'ai une petite idée. Vous savez, la Chine, la grande Chine de Mao Tse-tung, de Chiang Kai-shek, pourquoi il a pu se développer? Dans ce Cameroun, je vous dis quelque chose. Moi, je vous laisse 2027. Si en 2027, vous ne faites rien, vous ne redressez pas le Cameroun, la prochaine élection présidentielle aura lieu quand? 2027, mandat de 7 ans. 2025, excusez-moi. 2025, 2032, si Dieu me donne vie. Moi, je vais rentrer me présenter à l'élection présidentielle au Cameroun, si cette forfaiture imposture continue, pour mener une révolution à la Mao Tse-tung. Voilà, la révolution culturelle. J'ai assez appris, j'ai lu tout ce qui s'est passé dans le monde, l'empire du milieu au Japon, comment il a pu se développer, l'empire du soleil levant, les rois de France. Qu'est-ce que Mao Tse-tung a fait pour développer la Chine? Mao Tse-tung s'est rendu compte que la Chine avait un système comme celui du Cameroun, l'élite intellectuelle corrompue. Alors, Mao Tse-tung s'est appuyé sur les paysans. Vous savez qu'il y a eu un combat entre Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, les deux frères. Chiang Kai-shek était pour le libéralisme et autres. Mao Tse-tung est rentré dans les villages. Il a développé les villages. Il a pris les laissés pour compte. Il les a formés et il a mené une révolution. Il a compris que le problème de la Chine, c'était les intellectuels, les hommes instruits. La révolution culturelle. Mao Tse-tung a enlevé toute l'élite intellectuelle, les a envoyés dans les champs. C'est ça qu'on a appelé en Chine le fameux livre rouge de Mao Tse-tung. La révolution culturelle. Il a mis tous les intellectuels en prison dans les colonies à aller cultiver les champs. Il a pris des paysans, les gens de conditions modestes, les a reformés. La Chine rouge et populaire, des paysans dans les villages. Et c'est la Chine dont connaît son essor grâce à la révolution culturelle de Mao Tse-tung qui a compris que les intellectuels étaient un danger. Je vais mieux vous développer ça. Pour la Chine, on a envoyé beaucoup d'hommes instruits d'intellectuels en prison. On les a envoyés dans les colonies, dans les champs cultivés. On a formé le bas peuple. Et c'est ce bas peuple qui développe la Chine aujourd'hui, qui devient rayonnante. La deuxième révolution de Mao Tse-tung, quand des camarades révolutionnaires ont voulu le mettre de côté. Mon livre arrive. Je vous donne le titre, La fabrique du mal au Cameroun, qui arrêtera la saignée. C'est le titre de mon livre avant l'élection de 2025. Voilà. Ça sera un livre un peu comme celui de Mao Tse-tung. Moi, je vous laisse changer le Cameroun. Il y a 2025. Mais s'il y a un candidat sérieux, mais si les choses continuent comme ça, moi, en 2032, je rentre avec les paysans, les villageois, je les prends, on change le Cameroun. On mène une révolution culturelle. Tous les voleurs là, qui sont sortis des grandes écoles, je vais vous prendre, vous tous. Je vous envoie dans les champs cultivés et nous allons prendre les paysans, les cultivateurs, les pousseurs pour mener ma révolution, la véritable révolution intellectuelle, la révolution culturelle. Vous irez cultiver les champs. Vous allez donc voir ce que les autres subissent. Parce que vous êtes là, des délinquants en col blanc, des fossoyeurs du pays. Vous sortez de l'ENAM, de l'IRIC, de l'école de police, les MIA. Vous servez à rien. C'est à cause de vous que le Cameroun est dans la tourmente. Il faut une révolution culturelle au Cameroun, telle que menée par Mao Tse-tung. Et à cette révolution culturelle, il faudra associer le deuxième volet de la révolution de Mao Tse-tung, à savoir la révolution de la jeunesse. Il s'est appuyé sur la jeunesse. Première révolution, balayer l'élite intellectuelle du Cameroun, les prendre pour la plupart, les envoyer dans des colonies, aller cultiver les champs, balayer les routes, parce qu'ils ont échoué. C'est à cause de que le pays s'enfonce.
Voilà. Deuxième révolution, s'appuyer sur la jeunesse et marcher avec les paysans et la jeunesse et dire que ça suffit afin que le Cameroun rentre de plein pied. Afin que le Cameroun rentre de plein pied dans le 21e siècle. Tant que ce n'est pas fait, tout ce que vous faites là, c'est des histoires. Le mal du Cameroun, ce sont nos intellectuels. Ce sont des gens instruits qui sont allés à l'école qui détruisent le pays. C'est à cause de que le Cameroun est comme ça. Et l'unique solution, je vous le dis, en vous regardant dans les yeux avec mes lunettes noires des églises, que moi, je prépare un truc au Cameroun en 2032 comme Mao Tse-tung. Je vais prendre tous les paysans de tous les villages. C'est vrai que Chiang Kai-shek disait qu'il faut garder ses ambitions secrètes, mais je préfère le dire pour que quelqu'un ne triche pas. S'il n'y a pas un changement véritable en 2025, avec un candidat sérieux qui va stabiliser le Cameroun, le sécuriser et redonner espoir en 2032, on prend tous les laissés pour compte, les paysans, les Bayam Salam, les pousseurs, les Ben Sikineurs là. On lance la révolution de Mao Tse-tung, révolution culturelle, révolution de la jeunesse. Tous ceux qui achètent les places à l'ENAM, on ferme les NAM lyriques, tout ça, on ferme tout ça. On vous envoie cultiver les champs dans les colonies, on forme les paysans qui dirigent. On dirige le Cameroun avec les paysans. On dirige le Cameroun avec les paysans. Cabral Libi, ne trichez pas mon programme. Maurice Kamto, ne trichez pas mon programme. Ne trichez pas. 2032, moi je vous laisse. Je vous laisse 2025. Je suis un Zigli. Je vous laisse 2025 jusqu'en 2032. Si le Cameroun change ma ligne, je suis franquiste. C'est pour ça que je soutiens peut-être pour faire des choses et proposer un livre blanc. Mais si rien n'est fait, je vais m'inspirer de Mao Tse-tung en 2032. J'ai dit aux paysans, aux laissés pour compte que l'heure a sonné. Ces gens qui nous détruisent le pays, tous là, bardés de diplômes sortis des grandes écoles qui achètent des places pour entrer à l'ENAM lyriques partout, on les envoie tous cultiver les terres. On prend les paysans, les Bayam Selam, les cultivateurs, on les forme, ils dirigent le Cameroun. Basta! La révolution culturelle de Mao Tse-tung. J'ai écrit ce livre avec 22 propositions distribuées à tout le monde. On change le pays. On est fatigué. Des gens corrompus, avec des gros vents, des voleurs, ils ont amené ça même au sein des Lions indomptables. Quand les Lions indomptables, il n'y avait pas des intellectuels à politisation, on gagnait, on jouait. Ils ont amené des savants, des intellectuels, et on subit l'humiliation. Voilà le problème du Cameroun. C'est l'absence de mérite. C'est un pays pris en otage par des pseudo-intellectuels et hommes instruits qui enfoncent le pays dans les fonds abyssaux. Pour que le Cameroun change, il faut enlever toute l'élite intellectuelle, l'envoyer, la remplacer par les paysans, et que les paysans aussi dirigent, et les Ben Sikineurs. Voilà donc mon idée, ce n'est pas génération 11 millions ou machin. Moi, mon vaste programme, c'est la révolution culturelle. Neutraliser tous les intellectuels comme Mao Tse-tung l'a fait face à Chiang Kai-shek, les envoyer dans des colonies cultiver la terre, pour qu'ils servent à quelque chose à la nation. Ces gens corrompus qui créent tous les scandales, qui détournent tout, qui mentent sur tout, qui enfoncent la jeunesse. Deuxième volet de cette révolution, la jeunesse. Parce que c'est grâce à la jeunesse que nous allons entrer de plein pied dans le modernisme, réformer notre système scolaire, agricole et industriel. Moi, j'arrive aux affaires en 2032, je dote le Cameroun de l'industrie nucléaire, de la puissance nucléaire. Je redore le blason. On sort du franc CFA, de tout ça là. On cesse de parler français, anglais, on parle nos langues nationales. La révolution culturelle, tous ceux qui sont sortis de la mauvaise école, là, on les envoie cultiver les champs. Moi, je vous dis, vous avez le temps de 2025 en 2030. Vous ne le faites pas. Je vais lancer mon truc comme Mao Tse-tung. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Vous vous plaignez des lions indomptables. Ils sont à l'image du pays. Un pays en état de déliquescence, détruit par l'élite intellectuelle corrompue, incompétente, et prédatrice. Le pays ne peut pas avancer. Et si le Cameroun veut avancer, on doit faire comme Mao Tse-tung, la révolution culturelle. C'est mon concept, ne le volez pas. Mon livre arrive, La fabrique du mal, la révolution culturelle. Celle sauvera le Cameroun. Toute l'élite intellectuelle, les agrégés, les docteurs, j'aurai besoin de vous. Nous aurons besoin de vous, le moyen haïssable. Tout ce qui achète les places là, administrateurs, inspecteurs du trésor, on vous balaye tous. Vous allez prendre la place des paysans. Dans les villages, on va ouvrir des vastes
plantations agricoles, des vastes travaux d'intérêt général, les grands travaux publics, le plan Marshall, comme l'Amérique a pu se développer et les autres grands pays là. Et vous allez remplacer les paysans dans les villages. Les paysans vont rentrer à l'ENAM, à l'école de police et autres, comme Mao Tse-tung l'a fait. La Chine populaire, le parti communiste, la Chine rouge. Et je vous dis, si on débarrasse le Cameroun de toute son élite intellectuelle, le Cameroun va décoller. Ce sont eux qui détruisent le Cameroun. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Ces gars sortis de l'ENAM, d'école de police, les MIA, l'IRIC. Moi-même, je m'inscris dedans, hein, au cas de sortir l'école de police. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous devons essayer avec d'autres Camerounais, les laisser pour qu'on les paysans. Mao Tse-tung l'a fait. Aujourd'hui, la Chine est la puissance montante. La Chine va prendre même la première place. C'est la révolution rouge. Vous pensez que quel miracle Mao Tse-tung a fait? C'était la révolution culturelle. Aucun homme politique ne doit mettre ça dans son programme. Ce sont mes idées. La révolution culturelle à la Mao Tse-tung. Rien à faire. Tous les hommes politiques, là, corrompus, les intellectuels, vous allez cultiver les champs à Ekalanminkoul, à Mbangasina. Vous travaillez dans les chantiers pour construire les routes, les maisons. Des paysans et autres prennent votre place. Et on les forme au patriotisme, à la gestion de l'État. Et on voit ce que ça donne aussi. Oui, vous êtes là depuis 70 ans, vous avez échoué. Regardez l'état du pays. Nous qui avions fait des études, l'école, nous devons demander pardon aux paysans camerounais. Ils nous ont envoyés à l'école pour conserver le pays. Quel est l'état donc du pays? Quel est l'état du pays? Nous devons nous excuser auprès du peuple. Nous tous qui avons fait des études, les longs crayons là, nous avons échoué. Tirons les leçons de ça. Retirons-nous. Laissons aussi les paysans gérer le Cameroun. Laissons les Bayam Salam. Les laisser pour compte. Les Nangaboko. Tout ceux-là qui n'ont pas droit au chapitre et à tribu, c'est à vous que je pense. C'est sur vous que moi je compte m'appuyer. Si ces gens ne changent rien, pour qu'on révolutionne ce pays, qu'on le hisse aux nations des grandes puissances dans ce monde. Oui, on ne va pas construire le Cameroun avec des médiocres, des malveillants, des affairistes, des matérialistes et autres. Il faut changer, il faut tout changer. Même le système scolaire. La Chine a conservé, je commence déjà à dérouler beaucoup de choses. La Chine a conservé sa culturalité, son identité culturelle, et la Chine a emprunté aux autres la science et la technologie pour se développer. Mais les Chinois gardent leur doctrine de Confucius et autres qu'ils ont amélioré. L'éthique, l'intérêt général, le respect des valeurs, le mérite, le travail acharné. Et maintenant, nous devons aller chercher la science et la technologie. Prendre ça aux Occidentaux. Le modèle occidental, en termes de démocratie, sur le plan culturel, n'est pas conforme au nôtre. Ce que nous devons prendre chez eux, c'est plutôt la science et la technologie. On s'arrête là. Voilà. La Chine n'est pas une démocratie. C'est la Chine populaire, le Parti communiste avec Mao Tse-tung. Donc voilà ce que je tenais à vous dire que, au lieu de jouer les émotifs, que oh, les lions ceci, les lions cela, les lions indomptables sont à l'image du Cameroun. Un pays presque à terre, dans les fonds abyssaux, qui est détruit. Il n'y a plus rien. Et ceux qui ont détruit le Cameroun, ce sont les intellectuels. Ceux qui ont fait l'école, les nous. Donc il faut aussi laisser les autres essayer. Vous voyez même, les gens qui ont réussi, les papas Fosso Victor, ils n'ont pas fait l'école et le reste. Faisons comme Mao Tse-tung, la révolution culturelle et la révolution de la jeunesse. Voilà. On change tout. On remplace l'élite. L'élite là, qui est là, prend la place des paysans et va aussi montrer ses preuves en cultivant la terre, en travaillant dans les chantiers. Et les paysans dirigent aussi. Voilà ce qu'il faut pour le Cameroun. On est fatigué. Donc, n'attendez rien des lions. Le mal, il faut le soigner à la racine. C'est un pays sans cap, sans repère, un pays qui va à volo, où il n'y a plus le mérite, il n'y a plus la méritocratie. C'est tout simplement le règne des médiocres, le culte de l'argent. Comme vous voyez dans l'affaire dite Bobda, oui, nos sœurs là ont en modèle des prostituées, des vendeuses d'illusions, de rêves. Donc ils se disent que moi aussi je vais réussir en vendant mon corps. Aujourd'hui que ça a mal tourné, je ne sais pas,
Elles viennent se plaindre de jouer les vierges effarouchées. Moi, je ne tombe pas dans ce piège-là. Alors vous, si vous estimez que vous avez été victime de quoi que ce soit, apportez des preuves, écrivez-moi, vous connaissez mon numéro. Nous reprenons donc les vrais directs. C'est fini la diversion. Donc, je tenais à vous donner ce petit aperçu-là. Nous allons vous montrer comment les grands pays se sont développés. Comment l'Amérique, grâce, n'est-ce pas, à l'usine Ford, avec ce qu'on appelle la machinisation, la production en masse, l'Amérique a pu produire des avions General Ford et autres, des chars de guerre et autres, se développer, construire des avions. L'Angleterre, pareil. Il faut mettre en place des paradigmes susceptibles de nous permettre de nous développer et mettre en place d'abord la fameuse révolution culturelle. Faire table rase de cette culture de la prédation, du vol, de l'école, des gens inutiles qui sont là. Mettre en place donc les gens capables, qui ont ce qu'on appelle le know-how, le savoir-faire. On est fatigué des bonis menteurs, des imposteurs qui mettent des vestes, des cravates. Ils sont dans le déni de la réalité. Ils racontent tout et n'importe quoi. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà ce que je tenais à vous dire et je reprends donc mes directs instructifs et pédagogiques. Partagez-moi ce direct partout, dans les 4 coins du monde. Oui, aux Amériques, en Europe où je vis, en Afrique, mon Afrique natale qui m'est si chère, en Antarctique, en Océanie et partout en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Ekalanminkoul, à Biwombane dans ma belle famille, à Ebebdache Maison, un peu partout. Partagez-moi ce direct en Vomeka, en Koumadjap, partout, à l'ouest Cameroun, à l'est Cameroun, dans le Grand Sud, dans le centre, le Grand Nord, à Maroua, en Gaoundéré. Partagez ça. Nous observons de près la situation et ceux qui ont changé le monde, ce n'étaient pas des gens cupides. Lorsque vous suivez même l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec le commandant en chef des forces alliées, qui est devenu président aux États-Unis, le général Eisenhower, le général Marshall, le fameux plan Marshall, ce sont eux qui ont mené la lutte. Les fameux chefs militaires alliés, le général Eisenhower, le général Marshall, le général Patton, et le Britannique, le général Montgomery, avec Winston Churchill. Ils ont modernisé l'outil de production. Hitler a lancé un vaste programme d'industrialisation de la main basé sur la guerre. Le Cameroun doit se réveiller. Nous avons des somnambules qui nous traînent tout droit vers le mur. Et le peuple n'est intéressé que par les orgies. Boire le vin, commenter les histoires du football. Tout le monde est professionnel, tout le monde sait tout sur le foot. Tout le monde est agrégé en football dans ce pays. Un peuple, n'est-ce pas, de mous et de nonchalants. Des gens qui subissent, qui fuient, qui subissent des horreurs, mais ils préfèrent abandonner. Non, cette jeunesse-là, c'est sur elle que s'est appuyé Mao Tse-tung pour changer la Chine. Ce pays nous appartient, nous n'allons pas abandonner ce pays à des irresponsables. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, nous reprenons la chicotte et les vrais directs. La diversion de la canne, c'est passé, c'est terminé. Sur ce, que Dieu vous bénisse et je vous fais signe dès que j'arrive chez moi. Bénissez ma route, je vais arriver à bon port. J'ai déjà fait presque la moitié du parcours. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci.